Salut les sportifs, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTri. Aujourd'hui, c'est moi qui fais l'intro, donc vous le savez, ce sera un épisode proposé par Charlie et on rentre dans le dur, ou plutôt dans le carbone. On parle vélo, on parle de votre premier ou votre prochain compagnon de route pour affronter les kilomètres. Et pour ça, Charlie a été accompagné d'un expert du matériel, un passionné capable de disséquer un cadre comme personne, Hugo, cofondateur d'OpenTri. Ensemble, ils vont décortiquer toutes les questions que vous vous posez. Vélo de route ou vélo de triathlon, contre la montre ou pas, neuf ou occasion, alu, carbone, acier. Et surtout, comment faire le bon choix en fonction de votre budget, de votre pratique et de vos objectifs. C'est un épisode ultra complet, plein de conseils concrets pour éviter les pièges et optimiser les performances. Que vous débutiez ou que vous visiez un sub 10 heures à route, cet épisode est fait pour vous. Allez, en selle, c'est parti pour un tour de vélo version podcast. Et comme toujours, si l'univers d'OpenTri vous intéresse, retrouvez-les sur opentri.fr pour découvrir leur plan d'entraînement, leur communauté et leur club 100% en ligne. Allez, bonne écoute à toutes et à tous et n'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur chaque épisode et sur les réseaux sociaux. Salut les sportifs! Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live, un live où on va parler aujourd'hui de choisir son vélo de triathlon, son prochain vélo de triathlon, son premier vélo de triathlon pour certains. Exactement. L'objectif, c'est de balayer le sujet avec un expert que je vais vous présenter ici, qui est Hugo. Et aujourd'hui, on va parler pas mal de vélo, d'upgrader son vélo, de vélo de triathlon, de vélo de route. Et à la fin, normalement, de ce petit live, vous devriez savoir comment choisir son vélo, éviter les pièges, faire les bons choix, choisir entre neuf et occasion, mais aussi choisir entre vélo de route et vélo de triathlon selon votre profil. En quelques dizaines de minutes, ça sera peut-être, on va être le plus exhaustif possible. Donc, vous pourrez compléter avec les ressources qu'on va vous partager après, mais on va essayer de vous fournir le maximum d'infos pour faire le bon choix pour votre vélo. Super. Aujourd'hui, je suis avec Hugo. Hugo, qui est le cofondateur d'OpenTri. Si vous ne nous connaissez pas et que vous nous découvrez sur YouTube, Hugo et moi, on a fondé OpenTri, la première plateforme d'entraînement dédiée aux triathlètes amateurs. On vous accompagne toute l'année vers vos objectifs sportifs avec des plans d'entraînement, des conseils, une communauté, des coachs qui vous encadrent. Et si ça vous tente, si vous avez un triathlon prévu bientôt, n'hésitez pas, vous avez 7 jours pour tester gratuitement la solution sans engagement. Le lien sera juste en dessous. Et puis, si vous voulez d'autres infos sur le triathlon, abonnez-vous et puis vous recevrez nos prochaines vidéos. Exactement. Peut-être, Hugo, en 2 minutes, tu peux te présenter ? Ouais, rapidement, très rapidement. Donc, tu l'as dit, j'ai créé avec Charlie OpenTri, mais à titre perso, je suis un grand passionné de vélo et surtout de matériel vélo. Donc, mon banquier me remercie pas, mais moi, je kiffe ça, j'adore ça. Analyser, choisir le bon cadre, le bon matériau, les bons équipements pour aller ensemble. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de vous apporter le maximum de valeur à travers ces prochaines minutes. Allez, c'est parti. C'est parti. Première question, déjà, la première étape, c'est quoi quand on réfléchit à l'achat d'un premier ou d'un nouveau vélo ? On définit son besoin ? Ouais, le besoin et le budget. Pour moi, c'est les deux priorités. L'un va pas sans l'autre. Alors, le besoin pour le triathlon, il est souvent un peu le même, c'est-à-dire rechercher quand même un vélo performant. Mais peut-être que le triathlon n'est qu'une passe dans votre vie d'athlète et que vous avez peut-être envie en même temps de faire du gravel, de faire juste des cyclosportives. Donc, en fonction de vos autres objectifs sportifs, peut-être qu'il faudra vous orienter vers un vélo pas 100% performance, mais peut-être aussi orienté endurance, confort. Donc ça, c'est vraiment important de définir vos besoins. Et le budget, puisque on voit trop souvent de personnes qui nous demandent quel vélo choisir, mais qui est sans budget, on peut pas vous guider. C'est vraiment la clé. 1500, 2000, 3000, 5000, 6000 euros. Le budget reste la clé pour choisir son vélo. On verra tout à l'heure sur les différents choix qui s'offrent à vous selon vos enveloppes budgétaires. Et donc, définir son besoin, ça permet déjà de pas se précipiter sur un achat, alors, parfois un achat coup de cœur, parfois un achat compulsif, mais de s'assurer que le vélo que vous allez avoir correspond bien à vos besoins. Dans les critères à avoir, moi, le premier truc qui me vient en tête quand on parle de triathlon, c'est déjà la distance qu'on va viser. Parce qu'on va plutôt être sur du court, sur du long, sur du drafting, sans drafting. Tu commences par quoi ? La distance ou avant même ça, l'expérience du cycliste ? Je dirais même avant ça le budget, complètement. Okay. Parce qu'en fait, si on définit mal notre budget et qu'on cherche par exemple un vélo aéro parce qu'on va participer à des épreuves très courte distance ou qu'on est un cycliste assez puissant,
et que notre budget est par exemple de 1 000 €, même en occasion, trouver un vélo très aéro à 1 000 €, ça pourrait être très très compliqué. Donc le budget reste quand même la clé. Ouais. Ensuite, une fois que votre budget est défini, qu'on va vous aider après à définir, en effet, si vous êtes la typologie de coureur que vous êtes, de coureur cycliste, votre terrain de jeu, si vous habitez dans une région très montagneuse, un vélo avec des formes très aérodynamiques, un cadre un peu plus lourd sera plus compliqué à emmener. Ouais. Là où un modèle davantage orienté montagne léger conviendra mieux. Si votre objectif c'est un triathlon très très plat et vous habitez une région plane, là un cadre aéro peut avoir un peu plus de sens. Ouais, ok. Donc le type de triathlon qu'on vise, à la fois la distance, mais aussi le dénivelé. Oui. L'expérience, aussi la fréquence d'entraînement, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont avoir un vélo pour tout faire. Ouais. Il y a des gens qui vont avoir la chance d'avoir un vélo de route, un vélo de triathlon, voire même, comme c'est ton cas Hugo, 6 vélos différents pour pouvoir pallier à toutes les solutions. Donc, vraiment, il y a vraiment ce truc où il faut se poser, il faut regarder un peu sa prochaine saison, ses 2 prochaines saisons, voir un peu ce dont on a envie, voir un peu nos conditions d'entraînement pour faire le bon choix, quoi. Et si on doit déjà, du coup, ça va nous permettre de rebondir juste sur quelle différence entre un vélo de triathlon et un vélo de route. Ça, c'est assez important. Alors, je pense que vous êtes la plupart déjà le savoir. Mais ce qu'on va globalement appeler un vélo de triathlon ou vélo de contre-la-montre, même s'il y a une petite subtilité entre les deux, mais globalement, on va pas chipoter, c'est les mêmes vélos. Donc, un vélo de contre-la-montre de triathlon, c'est un vélo déjà avec les aérobars, donc les prolongateurs déjà intégrés. Souvent, un cadre très aérodynamique, très orienté pour la performance. C'est des produits assez nichés, c'est-à-dire que l'offre sur le marché est plus restreinte que des vélos de route classiques. Et à contrario, un vélo de route classique, c'est le vélo de route que l'on connaît tous avec un drop bar, donc un cintre courbé sur lequel on y reviendra, on peut ajouter des prolongateurs. Ouais. Mais voilà, déjà, ça permet déjà de distinguer vélo de route, vélo de triathlon. Et si vous avez déjà un vélo de route et que vous souhaitez vous équiper d'un vélo de triathlon, d'accord. Si vous souhaitez un vélo pour tout faire, je vous conseille quand même peut-être un vélo de route. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'entraînement, si vous passez beaucoup de temps sur votre vélo, ça reste un vélo qui est bien souvent plus maniable, plus sécurisant parce que c'est un peu moins dangereux que d'être sur un vélo de contre-la-montre où les réflexes sont moindres puisqu'on n'a pas les freins quand on est sur les prolongateurs, etc., qui sont des vélos quand même plus rigides, plus rapides, plus aérodynamiques. Le choix du roi, c'est peut-être d'en avoir 2. Si vous avez une pratique plus occasionnelle, débuter avec un vélo de route ne vous pénalisera en aucun cas par rapport à quelqu'un qui a un vélo de triathlon, bien au contraire. Et donc, vous aurez une plus belle polyvalence avec un vélo de route que tout de suite opter pour un vélo de triathlon. Ok. Et après, peut-être dans la grande famille des vélos de route, oui. On retrouve la plupart du temps 3 sous-familles. 3 sous-familles. Alors, ça va rester des généralités, je vais vous dire, parce que les frontières sont de plus en plus fines entre chaque famille. Mais globalement, on va repérer les vélos très aéros, qui ont souvent, qui peuvent être un peu plus lourds, même si aujourd'hui ça commence à être de moins en moins vrai, mais donc globalement donc avec des tubes vraiment aérodynamiques, coupés à la serpe comme on dit, qui peuvent être souvent un peu plus rigides, donc un peu plus difficiles à emmener en fonction de votre niveau, mais qui ont l'avantage d'être plus aérodynamiques dès lors qu'on atteint une certaine vitesse. À l'opposé de ça, on aura les vélos plutôt endurance, donc avec une position plus confortable. Donc, comment on repère que la position est plus confortable? Globalement, c'est le stack et le reach qui sont 2 mesures clés sur la géométrie d'un vélo. Le stack, cette mesure-là, le reach, cette mesure-là, qui seront des valeurs plus élevées, donc avec une position un peu plus droite, contrairement à un vélo aérodynamique. Ouais. Des vélos faits plutôt pour l'endurance. Et entre les deux, on va retrouver des vélos polyvalents / montagne, donc avec des cadres plus légers, des positions à mi-chemin entre très agressives et très confortables. Voilà les 3 grandes familles de vélos de route qu'on peut retrouver. Donc là, on comprend aussi qu'il y a déjà un premier choix par rapport à sa pratique. C'est ça. On va probablement aller chercher plutôt un vélo aérodynamique si on veut faire du court distance avec drafting, qu'on a pas mal d'expérience et qu'on veut aller chercher la perf. Si on veut faire son premier Ironman, on va plutôt aller taper soit sur des vélos plutôt confortables, plutôt d'endurance. Et si on a du D+, pourquoi pas le mix entre les deux avec un vélo assez léger. Voilà, si vous débutez dans la discipline, c'est les choses à retenir, puisque une règle d'or, c'est que sur des longues distances, le confort vous permettra d'être plus rapide. C'est assez perturbant comme propos, mais en fait, si vous avez un vélo trop rigide, inconfortable, vous allez fatiguer et vos performances vont s'en ressentir sur de très longues distances. Donc, si vous n'avez pas encore le niveau physique et que vous débutez plutôt dans le monde du triathlon et du vélo, parfois choisir en fait un vélo confortable, moins aéro, sera finalement plus bénéfique sur des très longues distances. Ok, très clair.
Après, quand on se pose la question du vélo, le premier grand critère de choix qui arrive aussi, c'est celui du neuf ou de l'occasion. Oui. J'imagine que l'occasion permet d'accéder à des références à moindre coût, souvent en plus en triathlon avec des états d'usure qui sont souvent assez légers, Oui. puisque notamment Sur des vélos de triathlon, si on achète un vélo de triathlon, il tourne pas toute l'année normalement, il a C'est assez ça. peu de kilomètres. C'est quoi? Alors, si on devait démarrer sur de l'occasion, premier cas, je vais acheter de l'occasion, il faut que je fasse attention à quoi sur un vélo en occasion? Alors, on va prendre trois marches différentes. On va faire occasion, reconditionné, neuf. Très bien. C'est quand même un petit peu distinct. Ouais. Occasion, si vous débutez vraiment dans le vélo, je vous le déconseille. En tout cas, je vous le déconseille parce que vous allez être rapidement en asymétrie d'information avec le vendeur. Ouais. Et vous n'aurez peut-être pas l'expérience pour voir l'état du vélo. Donc, est-ce que les périphériques ne sont pas trop usés? Est-ce que le cadre n'a pas subi de chute, n'a pas de micro-fissure ou autre? Et donc, si vous êtes en asymétrie d'information, une bonne affaire peut vite se transformer en calvaire après quelques kilomètres. Okay. Donc, si vous êtes quand même intéressé par l'occasion, parce que d'un point de vue tarifaire, ça vous permettra d'accéder à des vélos à moins 50, moins 60, moins 70%. Vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un de plus expert le jour de la vente, qui vous permettra peut-être de vous aider à voir un peu les vis cachés. Ensuite, il y a l'étape du reconditionné, donc qui est un peu moins intéressant sur le plan tarif parce qu'il y a un reconditionneur qui va prendre sa marge en plus, mais qui peut vous permettre d'accéder à des vélos dans un état comme neuf ou presque, et avec un tiers de confiance entre le vendeur et l'acheteur qui peut sécuriser la transaction. Okay. Juste pour bien comprendre, j'achète un vélo d'occasion chez un vélociste. Je considère que c'est entre les deux, entre l'occasion et le reconditionné. Ça peut être un bon réflexe si j'ai personne autour de moi qui est expert en vélo et je veux acheter de l'occasion, passer par un vélociste. Si c'est un vélociste de confiance, normalement le vélo a subi des points de contrôle, donc il ne devrait pas y avoir de souci là-dessus. Ok, pour le reconditionner. Et après, je peux acheter aussi neuf. Voilà, vous pouvez acheter neuf. Donc là, c'est sûr que d'un point de vue tarifaire, ça reste moins intéressant que sur de l'occasion. Mais si vous êtes un peu plus attaché au côté matériel, que vous voulez être le premier à utiliser votre vélo, le neuf peut être intéressant. En boutique physique, vous aurez le conseil d'un vélociste si vous choisissez un bon magasin de vélo, donc qui peut vous apporter lui aussi son expertise. Attention quand même aux angles qu'un vendeur peut vous donner parce qu'il vous orientera souvent vers ce qu'il a en stock ou vers ce qu'il a envie de vous vendre. Donc des fois, si là encore vous êtes en asymétrie d'information, parfois c'est pas toujours de bons conseils. Mais en tout cas, vous avez un cadre légal autour de la transaction qui vous permet d'acheter en toute sérénité. Ouais, c'est ça. On gagne un peu en tranquillité aussi. Exactement. Peut-être par rapport aux grandes enveloppes de budget qu'on peut avoir à sa disposition, j'imagine que ça va aussi guider le choix entre neuf et occasion. Oui. Et je me place dans la peau de quelqu'un qui veut démarrer, qui veut acheter son premier vélo de triathlon ou son premier vélo de course d'ailleurs. Si j'ai moins de 1 000 €, je vais être obligé d'aller sur de l'occasion plutôt. Alors déjà, moins de 1 000 € vélo de triathlon, on n'en parle pas. Vélo de route. En neuf, l'offre sera très restreinte. On trouve encore peut-être 3-4 modèles à patins chez certaines marques en neuf. Mais bien sûr, à 1 000 €, vous aurez un rapport équipement-prix meilleur sur de l'occasion. Ça va de soi. Donc, l'occasion peut être plus intéressante sur cette tranche de prix. Ça peut vous permettre d'opter peut-être pour un modèle patin sur le marché d'occasion qui avait une valeur à 2 000, 2 500 € à l'époque. Le patin a l'avantage d'avoir beaucoup d'évalué depuis quelques années, ce qui peut vous permettre de réaliser de très bonnes affaires sur des vélos en patin. D'occasion, puisqu'en neuf, on en trouve quasiment plus. Ouais. Mais donc, globalement, oui, à 1 000 €, on sera sur l'occasion. Il faut quand même avoir la tranche d'au-dessus, 1 500 € pour commencer à avoir un vélo neuf qui tienne la route. Okay. Pour un premier budget de 1 000, 1 200 €, je peux quand même avoir du carbone. Non. Vaut mieux que j'aille vers un bon alu. Enfin, en parlant d'occasion. Ouais, bien sûr. Ah oui, sur de l'occasion, vous pouvez être à mi-chemin entre, en effet, ces deux types de matériaux. Ouais. Mais j'aime souvent dire qu'il faut mieux un très bon alu qu'un mauvais carbone pour deux raisons. Un carbone entrée de gamme, donc un carbone sur un vélo neuf qui était vendu 2 000, 3 000 €. Bon, malheureusement, c'est encore de l'entrée de gamme sur du carbone. C'est un peu triste de dire ça, mais c'est un peu la réalité du marché. On n'est pas face à un mauvais carbone, loin de là, mais on est face sur une fibre de carbone qui est bien souvent un peu lourde, un peu plus pâteau et orientée confort. Okay. Et si vous êtes un athlète et vous recherchez un vélo plutôt rigide, agile, par exemple pour des épreuves courte distance, eh bien vous pourriez être déçu par l'expérience qu'un cadre carbone peut vous offrir dans cette tranche de prix. A contrario, il existe de très bons cadres alu qui, sur des vélos neufs, peut-être à 1 500, 2 000 €, donc 1 000 € sur du vélo d'occasion,
qui sera plus rigide, pas si lourd par rapport à du carbone, et qui sera hyper intéressant, hyper vif, et pour de la courte distance, qui sera très bien. Peut-être un peu moins confortable, mais très vif. Je reprends souvent l'exemple du Trek Emonda chez Trek. Le Trek Emonda SL, donc qui est le modèle carbone, le cadre pèse 1400 grammes en taille M ou 56. C'est des vélos qui sortent tout équipés aux alentours de 4000 €. C'est un bon vélo, mais c'est un vélo qui est un peu pâteau, un peu lourd quand même, sur cette fibre carbone entrée de gamme chez Trek. Et à contrario, on a le Emonda ALR, donc pour aluminium, qui lui va sortir avec un vélo complet à 2000 et quelques euros et un cadre qui pèse 1300 grammes. Donc on pense souvent que carbone égale plus léger que l'alu. Il existe des contre-exemples. Et typiquement, ce modèle alu chez Trek, c'est un cadre qui est pas très confortable, mais qui est d'une vivacité folle, qui est très agile, très maniable. Et là, dans ce cas-là, jamais un vendeur vous orientera pour un budget équivalent vers cette version alu, alors qu'en soi, elle est hyper pertinente en fonction du profil de l'athlète. Donc attention, carbone, oui, mais en fonction de votre budget, il n'y a pas de mauvaise raison parfois de passer et de rester sur de l'aluminium. Ok, très bien. Si je passe sur l'enveloppe budgétaire du dessus, je commence à avoir 1500, 2000, 2500 € à mettre. Là, vers quoi je vais pouvoir me diriger? Qu'est-ce que je peux espérer? Alors, je pense notamment au vélo, mais aussi aux roues qu'il y aura dessus. Comment je fais mon choix dans cette enveloppe-là? Alors, d'occasion, ça va être un peu plus compliqué parce que, pas en termes ça va être plus compliqué de vous orienter parce que des vélos à 2000 € d'occasion, c'est des vélos qui pourraient valoir 5000, 3000, 4000. Vous allez retrouver un peu de tout. On va mettre un peu de côté le marché de l'occasion. Ouais. Mais sur du neuf, vous pouvez commencer à avoir des choses intéressantes à partir de 1500 €. On va dire sur ces marques, sur cette enveloppe-là, on va viser des marques discount en termes de prix, mais pas en termes de qualité. Je pense à Decathlon, qui ont le Vandrizel NCR, qui est un super vélo avec un cadre carbone, qui de mémoire en Tiagra doit démarrer à 1800 €. Et là, vous avez un cadre carbone qui est de très bonne facture. Sinon, vous avez des marques comme Canyon, comme Rose, qui sont des marques en ligne qui proposent des prix intéressants sur cette gamme de prix-là. Chez votre vélociste, à 1500 €, vous allez trouver des vélos, mais souvent qui seront un peu faibles en termes d'équipement. Je pense notamment aux transmissions. Ouais. En termes de roues, dites-vous que jusqu'à 3000 €, on peut avoir des roues correctes, mais on aura rarement des super bonnes. 3000 € le budget complet. Ouais, le budget complet, bien sûr. Ouais, du vélo complet. Et vous serez bien sûr sur des roues aluminium et des périphériques en aluminium sur cette gamme. Ok. Et après, si je passe au-dessus, si je passe au-delà des 3000, 4000, 5000 €, les principales différences vont être le composant du cadre qui sera à coup sûr du coup sur cette tranche de prix en carbone. Ouais. Méfiez-vous en fonction de la marque, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec des marques qui peuvent proposer 1, 2 ou 3 niveaux de fibre au carbone, ce qui va quand même radicalement changer le comportement du cadre. Il y a des marques qui vont avoir qu'une seule fibre, et c'est juste le prix des équipements qui va varier sur le prix total du vélo. Mais il y a des marques qui font vraiment fluctuer les fibres. Et donc là, ça peut être un peu piège en fonction de ce que vous recherchez. Mais globalement, après, ce qui va augmenter le prix de la facture, c'est la transmission. Ouais. Chez chaque marque de transmission, donc principalement SRAM et Shimano qui dominent le marché, on va retrouver 2, 3, 4 niveaux de gamme en termes de transmission. Ouais. Des transmissions électroniques, donc sur ces gammes de prix-là, on va retrouver de plus en plus. Ouais. Et après, c'est des périphériques comme les roues, la tige de selle, le cintre, la potence, qui peuvent être sur du carbone et qui feront augmenter la facture. Ok. Mais ça, c'est des pièces qui peuvent se changer petit à petit. Ouais. L'importance dans le choix de votre vélo, si vous avez un budget réduit dans un premier temps, c'est d'orienter à coup sûr avec un bon cadre. Okay. Tout le reste, la transmission c'est un peu plus complexe, mais sinon tout le reste peut se changer, s'upgrader petit à petit. Roues, potence, périphérique. Donc, un bon cadre, c'est vraiment la base de votre vélo et ça, c'est primordial. Et une question qui vient souvent, est-ce que si je vais dans cette tranche de prix au-dessus des 3000 €, je vais forcément avoir un vélo qui roule plus vite, qui a un meilleur rendement? Oui, alors il y a le biais cognitif d'avoir mis 5000 € dans un vélo, donc forcément, il sera chouette. Vous sentirez des différences, mais globalement, c'est un ensemble qui va faire que vous allez ressentir des gains. Et le vélo, ça fait pas tout. Il y a votre position, il y a le textile utilisé, le casque utilisé. Donc, c'est plutôt un ensemble. C'est vrai que des fois, sur des vélos d'entrée de gamme à 1000 €, ça peut être inconfortable, ça peut manquer de rigidité. Là où sur des vélos plus élevés, vous pouvez avoir ça. Mais ça va pas changer votre moyenne drastiquement du jour au lendemain. Vous n'allez pas prendre plus 5 points de moyenne sur vos sorties à vélo du jour au lendemain. Okay. Ça, c'est sûr. Il faudra continuer à s'entraîner, à la limite. Malheureusement, oui. Il y a d'autres choses à faire en priorité pour aller plus vite que d'acheter un nouveau vélo. Ok. Après, point clé, j'achète un vélo de route ou un vélo de triathlon selon ma pratique. L'idée, c'est de ne pas se faire piéger par
marketing entre guillemets du vélo de triathlon. Parce que je suis triathlète, j'achète un vélo de triathlon. Tu l'as dit, il y a des solutions intermédiaires. Ça peut être un vélo de route très optimisé avec des prolongateurs. Pourquoi tu conseilles plutôt aux débutants de démarrer par un vélo de route plutôt qu'un vélo de triathlon tout de suite? C'est sûr que si vous êtes un triathlète expérimenté, que vous voulez vous faire plaisir, vous n'arriverez jamais avec un vélo de route à avoir la même position que sur un vélo de triathlon, même avec des prolongateurs, même en optimisant, etc. C'est quand même des géométries de cadre différentes, des setups différents. Par contre, si vous débutez le triathlon, il n'y a pas vraiment d'utilité d'aller sur un vélo de triathlon dédié pour plusieurs raisons. C'est que déjà, c'est des vélos qui sont un peu plus difficiles à emmener. Il faut quand même avoir un certain niveau physique. Et c'est des vélos sur lesquels on va sentir la différence à partir de 33, 34, 35 km/h de vitesse moyenne sur vos sorties vélo. C'est des vélos qui nécessitent d'accepter une position un peu plus exigeante sur le long terme. Ouais. Donc voilà, c'est dans un premier temps, un vélo de route couplé ou non avec des prolongateurs selon la distance que vous réalisez sera largement suffisant. Ok. Et ouais, en plus, tu l'as dit, un vélo de triathlon, ça veut dire aussi qu'il est difficile de l'utiliser en exclusivité, donc ça veut dire avoir un deuxième vélo à côté. Oui, alors il y a des athlètes qui font tout avec un seul vélo, mais je trouve qu'on prend quand même, on prend beaucoup de plaisir sur un vélo de triathlon. Il y a des sorties, qui sont moins agréables à faire sur un vélo de triathlon quand même. Ok. Ce choix-là, du coup, de basculer après sur un vélo dédié, tu vois quels avantages principaux? Qu'est-ce que je vais trouver si, allez, je peux maintenant, ça fait 2-3 ans que j'en fais, je commence à faire des moyennes sympas sur mes épreuves, j'ai mon vélo de route et je vais le garder, je vais m'acheter un vélo de triathlon à côté. Oui. Qu'est-ce que je vais y trouver de plus? En fait, c'est la position qui est drastiquement différente, même si aujourd'hui sur les contre-la-montre, on a des positions un peu moins agressives qu'il y a 5-10 ans. On a, quoi qu'il en soit, des positions plus aérodynamiques que sur un vélo de route. En tout cas, une position qu'on peut tenir plus longtemps que sur un vélo de route, grâce justement à ces aérobars, ces prolongateurs. Et ça, sur le long terme, ça fait augmenter la vitesse moyenne. C'est des vélos qui sont optimisés pour le rendement, qui vont aussi, sur des modèles spécifiques au triathlon, accueillir des solutions de stockage interne. Ouais. Je pense par exemple à pouvoir y ranger facilement la trousse à outils, la bento box sur le top tube, voire une intégration de la réserve d'eau. Donc, c'est des vélos qui sont pensés pour le triathlon, pour gérer au mieux votre effort sur de très longues distances. Donc, c'est sûr que c'est des gains qui, mis bout à bout, ne sont plus si marginaux que ça, si vous commencez à avoir un niveau déjà un peu avancé. Ok. Et niveau prix, ouais. On en a pas parlé encore. Sur le neuf, on a pris une grosse claque avec le passage au disque. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, on trouve plus de vélos, quasiment plus de vélos à patins de triathlon neuf. On va trouver tous des modèles à disque. Ouais. Et là, en dessous de 4 000 €, ça devient compliqué. C'est la réalité du marché. Okay. C'est compliqué de trouver dans des marques reconnues des vélos de triathlon neuf à moins de 4 000 €. Bien sûr, il y a Canyon qui est assez agressif sur ce marché-là. Et après, d'occasion, par contre, il y a de très bonnes affaires à faire, que ce soit sur du patin ou du disque. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des vélos qu'on peut servir, parce que souvent, c'est des athlètes passionnés qui l'ont acheté et du coup, ils avaient déjà un vélo de route à côté. Ou alors, c'est des athlètes qui avaient un objectif performance sur un triathlon dans leur année. Du coup, c'est des vélos qu'on peut rouler, donc on peut faire de bonnes affaires sur des vélos de triathlon d'occasion. Et puis, les triathlètes adorent changer de matos. Très régulièrement. De matos, c'est ça. Il peut trouver des vélos qui ont littéralement 2-3 000 bornes, qui sont dans un état presque comme neuf pour 50% du prix. Voilà, mais pour moi, justement, il faut qu'il y ait ces moins 50 ou moins 40% de prix. Si c'est pour gratter 10-20%, alors oui, sur 5 000 €, ça commence à être des montants significatifs, mais pour moi, autant quand même vous tourner vers du neuf où vous aurez la garantie légale qui continuera, qui sera. Vous connaîtrez au moins, vous savez au moins que le vélo aura 0 antécédent puisqu'il sera neuf. Pour gratter 10 ou 20%, l'occasion, je trouve pas ça très pertinent dans ce sens. Ouais. L'autre critère après, donc on l'a dit, ça va être aussi très relatif à la distance que vous allez parcourir. Un vélo de triathlon pour du format court, ça a assez peu de sens. Alors sur du M, on trouve pas mal de M sans drafting, mais pour du S, c'est beaucoup plus rare. Là, on est plutôt sur un vélo de route bien optimisé, hormis si on cherche vraiment la performance. Oui. Si on passe sur de la longue distance, par contre, ça, c'est un choix qui devient quand même plus naturel. En fait, sur S ou M, si on est sur des parcours un peu tortueux, avec du D+, ou même juste avec beaucoup de virages, etc., un vélo de triathlon ne sera pas son avantage sur ce type de parcours. Parce que c'est un vélo sur lequel on ne pourra pas rouler longtemps sur de longs bouts droits, parce qu'il y aura sans cesse des relances, etc. Et c'est des vélos qui peuvent être un peu plus durs à la relance qu'un vélo de route classique. Donc, si c'est votre objectif de participer à des courses déjà avec drafting, la question est vite répondue. Et même si c'est sans drafting et que c'est des parcours, des petites boucles, des tours de 5-10 bornes, vous serez confronté à avoir
sans cesse du monde sur votre parcours, à doubler, vous faire doubler, un vélo de route sera largement adapté et vous perdrez même pas en points de moyenne. Ouais. Après, on parle plus sur ces formats-là de vélo de triathlon pour des gens qui cherchent la performance et les chronos, quoi. Et sur des triathlons très, très exigeants, en termes de D+, là, c'est vraiment en fonction de l'athlète. Parce qu'il n'y a pas de vérité. On voit des athlètes qui arrivent à emmener des vélos de triathlon sur l'Alpe d'Huez ou sur l'Ambraman. Et à contrario, des pros qui roulent avec un vélo de route sur ce type d'épreuve. C'est propre à chacun. Ça dépend aussi du vélo de triathlon que l'on a. On a des vélos de triathlon qui sont un peu plus légers que d'autres, plus maniables. Ça dépend vraiment de vos préférences personnelles. Mais bon, souvent sur un parcours très, très exigeant et si vous débutez le triathlon, des parcours comme Nice, comme Embrun, un vélo de route reste à son avantage là-dedans. Et on aura l'occasion d'en discuter après. Mais c'est vrai que le choix avec les roues, le combo avec les roues va aussi faire beaucoup. Alors, on vous prépare une vidéo dédiée sur le sujet pour parler des roues et pour faire son bon choix sur les roues, mais ça aussi, c'est aussi un critère quand même dans le combo. Complètement. Un bon cadre avec des mauvaises roues, c'est pas mon setup. Et on peut rattraper un cadre moyen avec des très bonnes roues. Donc, les roues ont un rôle essentiel. On a pris une petite partie tout à l'heure quand même pour faire l'ouverture, mais on peut en discuter rapidement maintenant. En roue, on va distinguer aluminium de carbone, principalement. À l'instar de ce que je vous ai dit pour les vélos, on peut avoir de très bonnes roues en alu et de moins bonnes en carbone. Donc attention, le carbone n'est pas l'apogée non plus en fonction de votre budget. Si vous avez un budget réduit et que vous souhaitez changer vos roues, peut-être qu'une très bonne paire en aluminium sera plus viable qu'un modèle en carbone. Mais bien sûr, après, vous aurez, avec les jantes carbone, des jantes à différents profils, hauteur de jantes, et qui vont vous apporter un peu plus d'aérodynamisme avec votre vélo. On aura l'occasion de revenir sur tout ça dans une prochaine vidéo dédiée sur le sujet. Si on revient sur le choix où je conserve mon vélo de route, naturellement, ça c'est un conseil qu'on donne très souvent, mettez des prolongateurs dessus, si vous faites du triathlon sans drafting. Les prolongateurs, comment je les choisis? Court, long, est-ce que ça nécessite de s'y habituer, de faire quelques sorties déjà pour être à l'aise dessus? Alors déjà, assurez-vous que sur votre vélo de route, vous allez pouvoir y mettre des prolongateurs. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit de plus en plus de vélos avec des combos, donc des cockpits ensemble cintre plus potence, tout en carbone avec une surface plate sur le dessus et qui bien souvent vont vous empêcher de fixer officiellement des prolongateurs. Certaines marques ont prévu en lien avec ces cockpits-là des prolongateurs dédiés. Des solutions tierces existent qui vont vous permettre d'ajouter des prolongateurs dessus, mais attention que ça ne fasse pas sauter la garantie, puisque souvent sur les cockpits en carbone, en fait, faut pas exercer une trop forte pression de serrage. Donc c'est pour ça que certaines marques n'autorisent pas qu'on puisse y ajouter des prolongateurs. Si vous avez un cintre rond classique, là, plus de possibilités s'offrent à vous. Mais aujourd'hui, l'offre est assez restreinte sur les prolongateurs qu'on peut ajouter sur votre vélo. Mais globalement, oui, on va repérer les courts et les longs. Donc les courts, c'est ceux qui dépassent pas l'avant de vos cocottes. Pour les triathlons avec drafting. Voilà, ça c'est réglementaire. Donc, si vous voulez quand même des prolongateurs et vous faites des triathlons et drafting, et aujourd'hui on n'en voit quasiment plus. Plus trop d'athlètes mettent des prolongateurs courts, que ce soit chez les élites ou chez les amateurs. On se rend compte au final que le gain est assez marginal. Et du coup, après viennent les prolongateurs plus longs. Donc là, vous aurez différents choix. On a un article dédié sur le site qu'on vous mettra en description. Mais en fait, vous allez avoir les prolongateurs droits, les prolongateurs légèrement relevés, etc. Ça, c'est au feeling. Il faut tester en fonction de votre position, comment vous arrivez à la tenir en fonction des prolongateurs choisis. Et les prolongateurs, c'est un truc sur lequel il faut rouler, sur lequel il faut s'entraîner, parce que la position n'est pas naturelle. Vous allez arriver sur une position sur laquelle vous n'avez pas, si vous êtes sur un vélo de route, accès aux freins ni même aux vitesses. Bien sûr. Prenez le temps de travailler ça à l'entraînement, faites des sorties longues avec, faites des sorties à haute intensité, ou en tout cas à intensité de course aussi avec, pour être à l'aise, pour manier un peu le vélo avec plus de facilité quand vous êtes sur les prolongateurs. Prenez pas de risques, mais c'est un investissement qui vaut le coup parce que sur un vélo de route, installer des prolongateurs, ça va quand même être un gain d'aérodynamisme assez facile et peu coûteux. Et ça nécessitera quelques adaptations, notamment au niveau de votre vélo, notamment au niveau de l'avancée, du recul de selle. Et c'est là la différence visible entre un vélo de route et un vélo de triathlon. C'est qu'on sera sur une taille légèrement plus petite sur un vélo de triathlon. Puisque vu qu'on a ces prolongateurs, on est forcément vers l'avant. Donc si on a un vélo trop grand, on aura une position inconfortable et qu'on aura du mal à tenir. Ouais, c'est vrai. Tu as raison sur ce point-là de la géométrie. Effectivement, la géométrie d'un vélo de route n'est pas la même que celle d'un vélo de triathlon. Et c'est là qu'il ne faut pas qu'on vous induise en erreur. C'est que souvent, vous allez vous référer à un tableau de géométrie d'une marque qui va vous donner des équivalences en fonction de votre taille et de votre hauteur d'entrejambe.
Attention à ces tableaux-là en fonction des marques. Parfois, c'est très erroné. Le vendeur, chez la plupart des vélocistes, va juste lire ce tableau, donc va vous orienter vers telle ou telle taille. Alors, dans le choix d'un premier vélo, vous n'avez pas trop le choix, justement. Avant même l'étude posturale, vous n'avez pas trop le choix de savoir si vous avez opté pour la bonne taille ou pas. Après, ce que je vous conseille, c'est si vous êtes à votre deuxième, troisième vélo, comparer les géométries dans un tableur Excel, utiliser des petits outils en ligne qui vous permettent de comparer les géométries plutôt que juste regarder un tableau de taille qui parfois ne vous apportera pas beaucoup de valeur. Sur la taille, si je suis entre les deux, il vaut mieux que je choisisse plus grand ou plus petit. J'ai l'impression qu'il vaut mieux quand même que ce soit plus petit pour pouvoir rallonger. Ouais, exactement. Sur un cadre plus petit, on arrivera à faire plus d'adaptation que sur un cadre plus long. Donc, si vous êtes entre deux tailles, je vous conseille un cadre plus petit sur lequel vous pourrez facilement agrandir la taille de la potence, jouer sur l'avancée, le recul de selle, etc. Là où un cadre trop grand, s'il est trop grand, vous aurez beau mettre une toute petite potence, il y a un moment où vous serez limité, quoi. Ok. Donc, on peut agrandir les périphériques. D'un point de vue juste spécificité et stats, un cadre plus petit sera un peu moins lourd et souvent un peu plus maniable. D'accord, ouais, donc important aussi. Voilà. Maintenant qu'on a parlé du vélo, du cadre, de la géométrie, les choix, les autres éléments sur le vélo, la transmission, les roues, les freins, à quoi je fais attention quand je choisis mon premier vélo. Alors peut-être déjà la distinction entre frein à patin et frein à disque. Bon, aujourd'hui, sur le marché du neuf, il existe beaucoup moins de freins à patin. C'est ça. Sur le marché de l'occasion, j'ai les deux. C'est quoi les avantages, inconvénients des deux cas de figure? Alors, sur du neuf, je vous déconseille d'acheter du patin. Sur de l'occasion, je vous le conseille si vous souhaitez faire une très bonne affaire, parce que c'est vraiment facile de faire une bonne affaire. Gardez juste dans la tête que si vous souhaitez revendre ce vélo à court ou moyen terme, vous aurez du mal justement à faire une bonne vente parce que c'est quand même le patin se dévalue très, 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 très vite. Mais bon, il est possible de faire une bonne affaire, que ce soit sur le vélo et sur les équipements que vous allez ajouter après, comme peut-être de futures roues carbone sur ce vélo à patin. Donc, d'occasion, vélo à patin, pas de souci. Ouais. Et en neuf, aujourd'hui, ce qui l'emporte, c'est le disque. Ouais. On va repérer deux types de freinage à disque, mécanique ou hydraulique. Donc, sur des vélos entrée de gamme à disque, on peut encore être sur du freinage mécanique. C'est-à-dire qu'à l'instar du patin, en fait, vous avez tout simplement un câble mécanique qui vient actionner les mâchoires du frein. Là où sur les systèmes hydrauliques, c'est un liquide qui vient actionner le système hydraulique. Ok. Peut-être par rapport à ça, la transmission, ça joue un rôle important. Le choix de la transmission, ça joue un rôle important dans la qualité du vélo. Oui, ça joue un rôle important. Aujourd'hui, sur du neuf, il faut se dire que les transmissions qui équipent les vélos sont toutes de bonne facture. Ouais. Et niveau passage de vitesse, indexation des vitesses, il n'y aura pas de souci. Ce qui va différencier, c'est le nombre de pignons sur la cassette arrière, donc le nombre de vitesses. Ouais. Sur des vélos entrée de gamme, on peut être avec des groupes à 7, 8 ou 9 vitesses. Ouais, c'est vrai, sur des très voilà, sur du microchiffre, sur du Zora, sur du Tiagra. Ce qui va, vous le comprenez assez logiquement, limiter votre plage de développement. Après, sinon, du 11 ou 12 vitesses, sur des vélos moyens et haut de gamme, c'est très très bien. Et coupler un double plateau à l'avant vous offrira une grande polyvalence pour le triathlon. Ok. Après, se pose la question de la transmission électronique ou mécanique. Ouais. Y a un peu le jour où vous goûterez à une transmission électronique, vous aurez du mal à repasser sur du mécanique. Après, il n'y a pas de souci, le mécanique fonctionne à merveille. Il ne faut pas que ça soit un critère d'achat à 100% l'électronique. C'est plutôt se faire plaisir. Si vous êtes un peu geek comme je le suis, ça vous permettra de goûter et de tester une nouvelle technologie. Mais le mécanique fonctionne très, très bien aussi. Ok. Et sur tous ces critères-là qu'on a, enfin, sur tous ces composants-là qu'on a vus, le cadre, la transmission, les roues, comment je choisis le bon mix entre tout ça? C'est quoi les critères? Il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres? Oui. Alors, pour moi, choisir le cadre est prioritaire parce que ça sera une bonne base de travail que vous pourrez faire évoluer petit à petit. Et ensuite, c'est les roues. Ouais. Les roues sont décisifs. Sur un achat neuf inférieur à 3 000 €, comme on l'a dit tout à l'heure, vous aurez souvent quand même des roues entrée de gamme. Ça veut dire souvent un peu lourdes, un peu pâteaux, parfois peu fiables pour un montage tubeless, avec des fois des moyeux qui sont de qualité moyenne, voire médiocre. Donc, un upgrade au niveau des roues peut vous apporter déjà plus de fiabilité du composant en tant que tel et un meilleur rendement en fonction du matériau que vous allez choisir. Ok. On parle des roues, le carbone, pour ouvrir sur le prochain sujet. Comme je le disais tout à l'heure, le carbone va s'imposer de fait assez rapidement, mais nécessite au moins d'avoir un budget à minima de 1 000 € pour la paire de roues. En neuf pour vous offrir une paire de roues carbone. Vous allez pouvoir en trouver à 800, 1 000 €, mais si vous recherchez une paire de roues pour apporter plus de rigidité à votre cadre, dans ce cas-là, une très bonne paire en aluminium à 700, 800 € haut de gamme vous comblera davantage qu'une paire entrée de gamme en carbone. Ok. À l'instar du cadre.
Ouais. Donc, on l'a bien compris, là, le choix, il va se faire selon votre profil, selon vos objectifs, et puis après, le budget, choisir les bons critères dans cet univers de vélo de triathlon et de vélo de course avec les sous-familles qu'on a vues au début. Et après ça, si vous n'avez pas encore le budget pour un vélo de triathlon ou pas encore l'expérience pour un vélo de triathlon, les prolongateurs, les roues, pour pouvoir optimiser la performance. Et on est d'accord qu'il vaut mieux être bien placé sur un beau vélo de route avec une belle position, des prolongateurs ajustés, les roues qu'il faut, que être sur un vélo de triathlon, parce qu'on a absolument voulu un vélo de triathlon qui soit entrée de gamme avec des roues aluminium, très basse en jante, où du coup on perd quand même l'efficience du cadre, etc. Donc il y a déjà moyen de bien optimiser un vélo de route pour faire de très 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 belles performances. Et voilà. Ok. On a bien balayé le sujet. Je pense qu'on va pouvoir voir s'il y a eu des questions et peut-être rentrer dans certains détails qu'on a oubliés. Si jamais vous remarquez qu'on a fait l'impasse sur certains sujets, n'hésitez pas à les commenter. Peut-être, je vois des questions sur les marques, sur les références. Est-ce que c'est important d'acheter un vélo de marque reconnue ? Alors, ça peut être important pour la revente. Ça serait intéressant. Ça peut être important pour la fiabilité du cadre versus acheter une marque un peu no-name ou moins connue. Après, il y a certains fabricants qui garantissent leur cadre à vie. Oui, à vie, 5 ans, 30 ans, 2 ans. On retrouve un petit peu de tout. Ça, c'est un critère. Moi, ce que je vous déconseille, c'est d'acheter de la contrefaçon. Déjà, parce que c'est pas légal. Mais si vous avez fait un achat d'occasion, c'est quelque chose sur lequel il faut se méfier parce que c'est des choses courantes sur des grandes marques comme Specialized, Pinarello. On va retrouver du Shinarello, justement, des marques, des cadres de contrefait. Après, on va avoir des cadres qu'on va appeler génériques, donc qui ne sont pas forcément de la contrefaçon. C'est juste des cadres qui peuvent sortir de la même usine qu'un Specialized, mais qui sont souvent des cadres d'une génération antérieure, passée, et qui sont soit sans marque, soit sous des marques un peu chinoises. Ça ne veut pas dire que ça sera un mauvais cadre, mais souvent, c'est des cadres qui sont un peu vieux et qui commencent un peu à dater. Ok. Pour faire les choses simples. Mais en tout cas, voilà, contrefaçon, on évite. Donc, sur un achat d'occasion, il faut être très, très méfiant parce qu'aujourd'hui, les copies sont très bien faites. Et puis, on parle de sécurité avant tout, sur ces cadres-là. Vous trouverez toujours quelqu'un sur un groupe Facebook qui a acheté le dernier Pinarello, le faux Pinarello, qui s'en sort à merveille et qui est hyper content. Mais voilà. Jusqu'au jour où. Voilà, jusqu'au jour où. Et peut-être là-dessus, pour les débutants, si j'ai pas beaucoup de repères, pas beaucoup de connaissances, je vais plutôt aller taper dans des marques qui sont reconnues grand public quand même pour assurer. Oui, quitte à peut-être perdre en rapport équipement-prix, mais au moins, si vous suivez vraiment les conseils d'un vélociste pour être moins perdu, il proposera souvent des marques un peu moins abordables, et au moins vous êtes sûr de repartir avec un vélo quand même qui tiendra la route. Ouais. Et il y avait une question aussi sur le combo idéal du triathlète, c'est-à-dire vélo de contre-la-montre, roue lenticulaire. Oui. Alors, on reparlera de la roue lenticulaire. On a préparé un sujet dessus très prochainement. Est-ce que pour un athlète, alors là, en l'occurrence, pour une athlète qui a un petit gabarit, qui a petite puissance, la roue lenticulaire combo avec le vélo de triathlon, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce qu'à partir de quand, pour un athlète ou une athlète, on peut juger que c'est le bon ratio entre l'investissement et le rendement ? Alors, la roue lenticulaire, donc slash roue pleine, théoriquement, c'est deux choses légèrement différentes. On va dire que c'est le même objet. Il faut bien comprendre que ça va vraiment faire un effet voile quand vous allez avoir le vent d'eau 3/4 d'eau. Donc, c'est très grisant, c'est un gain aérodynamique hyper important. Aujourd'hui, on voit même des athlètes qui mettent la roue pleine à l'avant et à l'arrière. On l'a vu au JO de Paris, notamment sur la montre. Par contre, qui dit ça, dit une maniabilité un peu moins bonne, une prise au vent latérale bien supérieure, et surtout une roue pleine, c'est plus lourd. Donc, couplez déjà à un vélo de triathlon qui est sensiblement plus lourd. Si vous êtes un tout petit gabarit et que vous manquez encore un peu de puissance, c'est pas du tout un achat à envisager dans un premier temps parce que vous risquez plutôt de subir votre achat que de l'apprécier. Et c'est vrai qu'on voit presque de moins en moins de roues lenticulaires au profit de roues au profil très haut, mais qui ne sont pas pleines. Même chez les pros, ça revient de plus en plus. Donc ça, c'est un truc. Si on doit donner une grande fourchette, je commence à me poser la question de la roue lenticulaire, si je suis capable de boucler un M ou un Alpha, à quelle moyenne, s'il fallait se mouiller à donner une moyenne. S'il fallait se mouiller, je dirais à 40. Okay. À 40, au moins pour un M, et pour un L, à partir de 38, je pense que ça peut être intéressant, 37-38. Donc, voilà. Après, on voit tout. On voit, je crois que c'était Léon Chevalier qui avait fait le triathlon de l'Alpe d'Huez avec un vélo de route et une lenticulaire sur son vélo de route. Quelque chose comme ça. Moi, j'ai en tête Colin Arros qui tous les ans y allait avec ça. Donc, on voit tout. Vous trouverez de toute façon dans le matos. Il faut vous faire votre propre avis, mais
La lenticulaire, c'est un peu la cerise sur le gâteau qu'on va s'offrir un peu plus tard. Ok. Bon, bah, très bien comme cerise sur le gâteau pour terminer le sujet. Super, merci. Je vois pas d'autres questions. Merci de nous avoir suivis. Ouais. Et juste la question par rapport, c'est qu'on n'a pas abordé la question des femmes. On n'a pas abordé la question. En une minute, tu as raison. Est-ce que c'est important d'acheter un vélo dédié aux femmes? Il y a eu beaucoup de bullshit marketing là-dessus. Okay. Surtout qu'aujourd'hui, depuis 5-10 ans, on a des cadres qui sont de plus en plus sloping, c'est-à-dire avec le top tube, alors là je l'inverse, donc plutôt comme ça, c'est pour avec le retour vidéo. Donc un peu plus orienté confort, donc avec qui est plus droit, qui est légèrement incliné, ce qui fait qu'il facilite la montée pour une femme. Et le vélo en tant que tel, il n'y a pas de raison qu'une femme ne puisse pas rouler un vélo qui est de base pour un homme. Okay. En termes de cadre, ça, il y a pas de différence morphologique qui justifie. Sur le cadre, non. Il y a des femmes qui sont bien plus puissantes que des hommes, qui peuvent très bien emmener des vélos très rigides, très aéros. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. On le voit aujourd'hui avec le World Tour féminin chez les cyclistes femmes professionnelles. Elles ont les mêmes vélos que les hommes. Par contre, il y a des adaptations à faire au niveau des périphériques. Une selle femme, vous avez, mesdames, une morphologie différente à ce niveau-là. Donc, c'est important d'avoir une selle adaptée. La largeur de cintre sera aussi souvent un peu plus étroite parce que vous avez une largeur d'épaule qui est un peu plus étroite que celle d'un homme. Voilà. Donc, vous allez vraiment plutôt jouer sur des équipements que sur le cadre en tant que tel. Okay. Donc, il y a toujours des marques, j'en pense particulièrement à une, à Liv, qui ont une gamme spécifique, qui est une marque vraiment pour des vélos femmes. Mais quand on analyse vraiment la marque, on voit que c'est une marque qui appartient au groupe Giant. C'est les mêmes cadres que les hommes, avec des peintures roses, parce que les femmes font des vélos roses apparemment. Et après, c'est les équipements qui changent. Mais voilà, taille de manivelle, largeur de cintre, type de selle, ça, c'est des adaptations à faire. Le cadre en tant que tel, il n'y a aucune différence. Très bien. Autant de choses, et c'est assez rassurant, sur lesquelles on peut jouer même en achetant un vélo d'occasion. Exactement. Et adapter tous ces périphériques-là. Exactement. La seule chose, c'est que si vous êtes très petite, chez certaines marques, vous pouvez être limité en taille. Des marques qui vont commencer à du S. Si vous faites moins d'1m62, moins d'1m63, ça risque d'être un peu trop grand pour vous. Donc, n'hésitez pas plutôt à vous rapprocher de marques qui vont commencer à du XS, voire du double XS. Qui dit, si vous êtes vraiment petite ou petit, qui dit double XS peut dire des fois des roues en 650B. On le voit encore sur certains modèles pour avoir des roues plus petites et donc ne pas avoir un petit cadre avec des grandes roues de 700. Mais voilà, globalement, les marques allemandes proposent souvent des cadres assez accessibles en termes de taille sur les specs, qu'elles soient très grande taille ou très petite taille. Ok. Bon. Mais je vous déconseille, si vous n'êtes pas une taille dans la moyenne, de vous orienter vers des marques qui proposent du SML. Là, ça, c'est bien trop limitant. Et vous risquez d'être mal positionné sur votre vélo. Ok. Voilà. Bon, génial, on a fait le tour du sujet. Allez, parfait. Merci beaucoup pour tout ça. Je pense que vous allez pouvoir repartir avec des conseils concrets pour choisir votre prochain vélo de triathlon ou de route. On se retrouve, nous, dans une prochaine vidéo, dans des prochains lives. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo. Ça permettra de la faire voir à plus de triathlètes, à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve très vite sur opentree.fr. À bientôt. C'était Devenir triathlète X OpenTree. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!